20h sur DTV, le journal et ses titres. Manque d'électricité, de structures éducatives et sanitaires, voilà les difficultés auxquelles les habitants de Ngougne dans le département de Fatick sont confrontés. Ils ont battu le macadam ce matin. L'Alliance des syndicats de la santé And Gueusseum se radicalise. Elle menace de procéder à une grève illimitée si ces revendications ne sont pas prises en compte. Le Surjust remet ça. Le syndicat des travailleurs de la justice rejette les assurances du ministre de la Justice et indexe le ministre de l'économie et des finances. Après le cafouillage, place au décryptage. Le dépôt des dossiers de candidature à la présidentielle de 2019 suscite diverses réactions. Politiques et responsables de la société civile s'exprimeront dans cette édition. Bonsoir. En fin d'édition, nous serons avec Sambou Biagui sur ce plateau. Ce sera pour parler de la finale de la Coupe d'Afrique de handball. Les Lions se sont inclinés devant l'Angola sous le score de 14-20. Sambou Biagui, bonsoir. Bonsoir Diallo. Vous avez fini de digérer cette défaite? Oui, on a fini de digérer, défaite logique, voilà. Défaite logique, on en reparlera en fin d'édition. Nous poursuivons cette édition, je vous l'annonçais en titre, direction Fatick. Les populations du village de Ngouille ont battu le macadam ce matin pour réclamer de meilleures conditions de vie. Leur seule préoccupation est l'électrification du village, la construction d'un poste de santé, d'un CM et l'augmentation des salles de classe de l'école primaire du village. À Fatick, nous rejoignons notre correspondant sur place, Mamadou Diop. Ngouille, localité située à 3 km de la ville de Fatick, est selon ses habitants un village laissé à lui seul à cause de ses multiples difficultés. Raison pour laquelle, très en colère, les populations sont sorties en masse dans la rue pour battre le macadam. La principale doléance des milliers d'âmes qui peuplent Ngouille demeure l'électrification du village. Le premier élément, c'est d'abord l'électrification du village. Parce que comme vous le savez, Ngouille se trouve à 2,5 km ou 3 km de Fatick et qui jusqu'à présent ne peut pas bénéficier de l'électrification du village. L'éducation est également un problème à Ngouille, selon le porte-parole du village. Le troisième élément, c'est l'éducation. Nous avons une seule école élémentaire qui aujourd'hui, sa capacité d'accueil ne permet pas d'accueillir tous les enfants qui sont nés à Ngouille. C'est la raison pour laquelle il y a des enfants qui jusqu'à 9 ans ne rentrent pas à l'école. Ou bien on prend les 9 ans et on laisse les 6 ans qui aussi devraient pouvoir entrer à l'école à 6 ans. Bangom, qui porte la parole des marcheurs, a fait savoir aussi que l'accès aux soins de santé de qualité est un véritable problème dans leur localité. Le deuxième élément, c'est la construction d'un poste de santé. La seule structure sanitaire qui existe au village, c'est une case de santé et ne fonctionne pas, ou bien fonctionne à moitié. Pour une population de plus de 2000 âmes, nous réclamons aujourd'hui la construction d'un poste de santé qu'il faudrait pour permettre à une localité de bénéficier d'un poste de santé. Borant des foulards et brassards rouges, les populations de Ngouille ont remis un mémorandum au préfet de Fatick qui à son tour a promis de le transmettre à qui de droit. Autre cri de détresse, And Gueusseum n'exclut pas des mesures extrêmes pour se faire entendre. L'Alliance des syndicats autonomes de la santé menace de décréter une grève illimitée si le gouvernement du Sénégal ne prend pas en compte leurs revendications. Pour exiger des négociations sérieuses, And Gueusseum a tenu un sit-in ce matin et c'était en présence de notre reporter Amadou Martan Ndiaye. À aller vers une grève illimitée si l'État reste inerte face à ces revendications. Non au dilatoire, mais aussi à la politique de saupoudrage du ministère de la Santé et de l'Action sociale. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire d'organiser ce sitting pour montrer notre mécontentement vis-à-vis du comportement des ministères. Et nous réclamons que des négociations sérieuses soient organisées dans les plus brefs délais. Et vendredi, Inch'Allah, au soir, nous serons en conclave pour l'évaluation du 16e plan d'action et vraiment définir un 17e plan d'action. On peut même aller jusqu'à une grève illimitée. And Gueusseum, conscient de l'impact de la grève, surtout pour la vaccination des enfants,
soutient que c'est contre sa volonté et que l'État doit prendre ses responsabilités. Le PV souffre, les enfants souffrent et ce n'est pas de notre gré, on l'a fait malgré. Et là, il faut le reconnaître que c'est à cause du dilatoire, mais aussi avec les menaces de l'État qu'on s'est radicalisé et on a boycotté le programme du PV, mais aussi le PF et les autres programmes. Après 16 plans d'action, toujours pas de satisfaction. Ainsi, l'Alliance des syndicats de la santé appelle l'État à la table de négociation pour trouver une issue heureuse à ce bras de fer. Point de négociation, plusieurs commerçants ont été interpellés ce matin au marché Tilène pour des infractions liées à la non-protection des aliments, à la visite médicale, entre autres. La brigade départementale d'hygiène de Dakar a ainsi mené une opération coup de poing dans 4 marchés de Dakar. Omar Danso était témoin de ces opérations. L'opération coup de poing de la brigade départementale d'hygiène de Dakar a démarré au marché Tilène. Ici, plusieurs commerçants ont été interpellés pour diverses infractions. C'est des infractions liées à des défauts de production des aliments, des infractions liées à des défauts de pureté vestimentaire et des défauts de visite médicale pour le moment. Peut-être dans l'évolution du dispositif, on aura à faire beaucoup de saisies de produits avariés. Cette intervention a mobilisé une trentaine d'agents pour 4 grands marchés de Dakar. Des sanctions vont être appliquées contre les fautifs. Des produits avariés, dangereux, peuvent créer des intoxications alimentaires, des toxi-infections alimentaires peuvent créer la mort. Et notre loi fondamentale qui est la Constitution considère la personne humaine comme sacrée. Il faut que les réponses pénales puissent aller dans le sens d'une meilleure protection. Prochaine étape de cette opération, dans les champs pour le contrôle des cultures. On va aller investir les champs, les lieux de culture, parce qu'on a eu des informations, certains utilisent des eaux usées pour l'arrosage de ces champs. Donc c'est un danger. Et le code de l'hygiène institue un contrôle de la fourche à la fourchette pour garantir la sécurité sanitaire des populations. L'intervention vise le renforcement de la protection des denrées alimentaires et la salubrité dans les marchés à quelques jours des fêtes de fin d'année où plusieurs commerçants profitent pour écouler des produits avariés et impropres à la consommation. Le ministre de la Justice n'a pas réussi à convaincre le Sud-Just. Les membres du syndicat des travailleurs de la justice sont descendus dans la rue. Ces travailleurs indexent par ailleurs le ministre de l'économie et des finances. Selon eux, Amadou Ba n'a pas joué son rôle dans cette affaire. Toutefois, il menace d'aller en grève le 27 décembre prochain. Les détails, c'est avec Adam Biteya. Le syndicat des travailleurs de la justice continue de dénoncer le comportement de leur ministre de tutelle, Ismaïla Madior Fall. Après la sortie de ce dernier, ces travailleurs disent ne pas prendre en considération ces paroles. Selon eux, ce sont des promesses jamais respectées. Nous n'accordons aucun crédit à la parole de Ismaïla Madior Fall parce qu'il nous a maintes fois dit des choses qui ne sont pas vérifiées. Ce n'est pas par manque de respect, mais nous sommes obligés à avoir cette posture. Parce qu'à chaque fois qu'il s'engage à faire quelque chose pour nous, en vertu des engagements du président de la République, nous nous trouvons toujours dans une situation de désappointement. Par ailleurs, il dénonce l'attitude du ministre de l'économie et des finances face à leur situation. Ainsi, il exige le paiement des indemnités conformément aux termes des protocoles d'accord. Il y a lieu aussi de fustiger l'attitude du ministre de l'économie et des finances. Parce que pour un début d'exécution du protocole d'accord qui avait été signé le 17 août, le ministre de l'économie et des finances a ordonné le retrait, je dis le retrait de la mise en solde qui avait été effectuée. Par conséquent, ces travailleurs menacent de passer à la vitesse supérieure en faisant une grève illimitée. Au terme du protocole que nous avons déposé, les travailleurs de la justice iront en grève vers une grève illimitée dès le 27. Et les désagréments qui seront causés aux usagers seront imputables à ce gouvernement. Le non-respect des accords signés avec l'État, une situation qu'il décrit scandaleuse. Toutefois, il demande au chef de l'État de résoudre ce problème.
Un bâtiment en construction a pris feu ce matin à Ouagouniaï. C'était la panique totale chez les habitants. L'incendie a failli toucher les maisons environnantes, mais l'intervention des soldats du feu a été déterminante. Adjardiaï, reportage. Réveil et panique générale à Ouagouniaï. Un bâtiment en construction a pris feu aux environs de 9 heures et la cause de l'incendie est inconnue. Cette maison est en construction, alors il se peut qu'il y ait des problèmes. J'ai entendu que les installations électriques n'étaient pas bien faites. Cela aussi peut créer des problèmes. Mais franchement, personne ne sait exactement la cause de cet incendie. La durée de l'incendie a fait que les maisons voisines ont été touchées. À cause de la bouche d'aération, le feu a pu entrer dans ma maison. Mais heureusement, ce n'est pas grave pour le moment. Nous avons fait sortir les personnes qui vivent ici et tout le monde essaie d'éteindre le feu. Il n'y a eu que des dégâts matériels. À chaque fois qu'il y a un incendie, il faut s'attendre à des dégâts. Pour l'instant, nous ne savons pas si le feu va être maîtrisé et les problèmes qu'il va causer, mais nous faisons de notre possible pour qu'il n'y ait pas trop de dégâts. Le matériel que le propriétaire avait déposé qui n'est pas sorti, mais nous n'avons pas eu de dégâts. Plus de 2 heures de temps, les sapeurs-pompiers ont tenté d'éteindre l'incendie. C'est qu'après la venue des renforts qu'ils ont pu éteindre le feu. Par ailleurs, il y a eu plus de peur que de mal. Un tout autre registre, le Sénégal au cœur. L'ouvrage du chef de l'État, le président Macky Sall, fait toujours parler de lui. Après la cérémonie de dédicace, place au décryptage, présentation de bilan ou opération de charme. Chacun y va de son analyse. Des spécialistes de la communication critiquent l'ouvrage du chef de l'État dans cet élément de Bakary Cissé. Sénégal au cœur, livre du président Macky Sall publié à 2 mois de la présidentielle. Le produit se présente comme un bilan, voire un argument de campagne électorale. La publication de son livre par le président de la République s'inscrit en tout cas dans une logique de campagne électorale. C'est une séquence parmi les actions qu'il a commencé à dérouler depuis longtemps. Tournée économique, visite chez les foyers religieux, etc. Et aujourd'hui, donc, quand même, il a pris le soin d'écrire un livre pour communiquer directement avec les Sénégalais. Donc on peut logiquement dire que à moins de 3 mois, 2 mois de la présidentielle de 2019, c'est un argument de campagne. Abondant dans le même sillage, l'expert en communication politique soutient que le candidat de Benno Bokk Yakaar cherche à se faire une virginité politique, mais aussi à charmer l'électorat féminin, d'où l'histoire de son côté jardin racontée dans le livre. C'est une opération de séduction électorale, parce que nous allons à des élections dans 2 mois. Donc il fallait se montrer sur le vrai visage, comme il le dit, parce que ce Nyangal-là, d'après lui, n'est qu'un masque, mais ce masque peut cacher quoi? Peut cacher un homme sensible. Qui plus est, les experts en communication politique ajoutent que le président sortant a bien choisi le timing pour s'adresser aux Sénégalais à travers son livre « Le Sénégal au cœur ». Intéressons-nous à présent aux recettes de cet ouvrage, le Sénégal au cœur. Elles vont être versées au centre Aminata Mbaye de Grand Yoff qui souffre de problèmes financiers. Une nouvelle bien accueillie par les responsables de l'établissement. Ramatoulaye Diouf y a fait un tour. Une récréation pas comme les autres au centre Aminata Mbaye de Grand Yoff. La réalité est tout autre. L'ambiance est de mise en cette matinée. Les enfants de 15 ans et plus occupent l'enceinte de l'établissement. Ce
centre qui accueille principalement les enfants vivant avec un handicap intellectuel a reçu la nouvelle du président avec joie. L'émotion s'affiche sur leur visage. C'est une aide formidable parce que nous sommes une ONG sénégalaise qui n'a d'autre fonds que ceux que les donateurs, sponsors, mécènes, bénévoles donnent. Donc le fait que le chef de l'État décide de donner les bénéfices de ses droits d'auteur à notre centre, c'est une aide considérable. Des difficultés ne manquent pas dans ce centre. Ce sont des difficultés liées au handicap des enfants. Les handicaps intellectuels, c'est un monde très vaste. Vous allez avoir des enfants trisomiques, des enfants autistes, des enfants qui souffrent d'encéphalopathies, de troubles quelquefois légers et moyens qui vont les gêner dans leur développement personnel. Le secrétaire général se réjouit de la décision du chef de l'État, mais invite tout de même le ministère de la fonction publique à accélérer le dossier des travailleurs de l'établissement. Nous avons, grâce au chef de l'État, il y a 1 an, au moment où il a signé la déclaration de reconnaissance d'utilité publique, il a enjoint le ministre de la fonction publique de prendre en charge la moitié de notre personnel. Donc c'est un cadeau formidable. Et les dossiers sont actuellement en cours parce que vous imaginez que c'est forcément compliqué de passer du personnel salarié dans la fonction publique. Donc les dossiers sont en cours et nous espérons justement, avec cet appui du président, que le ministère de la fonction publique va accélérer le traitement des dossiers. Le centre Aminata Mbaye, reconnaissant envers le chef de l'État, les responsables de l'école invitent cependant les parents à être fiers de leurs enfants. Pendant ce temps, 26 officiers de l'armée, de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers ont été capacités en management d'entreprise. C'est pour les préparer à la vie après la retraite. Safia Tekoli pour plus de précisions. La tension monte à moins de 100 jours de la présidentielle de 2019. La loi sur le parrainage semble montrer quelques limites à l'épreuve. Pouvoir et opposition se renvoient la balle sur ces dysfonctionnements. Ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel n'est que la résultante d'une impréparation, mais surtout un signe du deal, du hold-up électoral que le régime en place est en train d'installer. Et cela allant crescendo, au-delà du Conseil constitutionnel, nous avons peur d'assister tout le long du processus à une pagaille du genre pouvant même orchestrer des violences beaucoup plus graves que celles constatées au niveau du Conseil constitutionnel. Pendant un système électoral, tellement, si la perfection existait, j'allais dire que c'est parfait, mais la perfection n'existe pas. Tellement bien organisé, tellement huilé, qu'il n'y a pas moins de procéder à une quelconque fraude. C'est impossible. Donc il faut que les gens trouvent des arguments ailleurs. Il faut qu'ils aillent chercher à convaincre les Sénégalais, à convaincre les électeurs, ce que le président Macky Sall, par son bilan, mais aussi par son programme à venir, a suffisamment fait. Le secrétaire général du GRADEC constate le manque de consensus noté sur la loi sur le parrainage. Il juge inacceptable les spectacles offerts par les différents mandataires au Conseil constitutionnel. Je n'ai jamais vu quand même une telle situation. Donc c'est une situation inédite que des candidats se bousculent aux portes du Conseil constitutionnel pour déposer leur candidature. Mais cela traduit en fait la précipitation avec laquelle cette loi sur le parrainage a été votée, a été décidée. Il n'y a pas eu de concertation. Alors c'est ça qui a en fait provoqué donc cette situation, parce que la loi telle qu'elle a été, écrite, nous dit que s'il y a un double parrainage, le parrain, donc figurant sur la liste du candidat qui a été, contrôlé donc en premier lieu, c'est ce parrain qui est validé. La question est alors de savoir, cette situation confuse entre pouvoir et opposition peut-elle avoir des répercussions sur le processus électoral? Si les déclarations que les gens font, je cite le grand parti, sont vraies, sont avérées, mais ils n'ont pas besoin de s'offusquer, n'est-ce pas, d'une position dans un rang. Il y a anguille sous roche. Pour moi, ce n'est pas gratuit qu'un responsable de ce niveau agisse de cette façon, aussi violente, mais jusqu'à déchirer une liste. Un puzzle de vol électoral a été installé du Conseil constitutionnel, en passant par la CNRA,
en passant par le Conseil, par la Sénat, par la RTS, tout a été fait en installant des gens qui devaient aller à la retraite, qui sont restés. Du côté de la société civile, l'on appelle à plus de responsabilités. Ce qu'on demande en fait donc aux candidats, c'est de donner un minimum entre 53 000 et à peu près 67 000 candidats. Alors, si tout le monde, je pense, donc le respecte, mais il ne doit pas y avoir de problème. Mais ce qui est déplorable, c'est qu'aujourd'hui qu'on entend des candidats dire qu'ils ont 500 000 signatures, qu'ils ont 1 million de signatures, qu'ils ont 2 millions de signatures. Alors, et chacun craint que peut-être que les gens que vous avez sur votre liste, peut-être qu'ils se retrouvent également sur la liste donc de l'autre challenger. Le Conseil constitutionnel a donc moins de 15 jours pour recevoir et valider les dossiers soumis à son appréciation. Pour l'heure, la pression monte crescendo entre acteurs politiques en direction du 24 février 2019. Vous venez plutôt de suivre l'élément de Codé Ndiaye relatif à l'ouverture des dépôts de dossiers de candidature à la prochaine présidentielle. Je vous l'annonçais tantôt, 26 officiers de l'armée, de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers ont été capacités en management d'entreprise. C'est pour les préparer à la vie après la retraite. Safiatou Koli pour plus de précisions. 12 jours de formation, sanctionnés par une attestation et une confiance retrouvée, ces officiers militaires sont outillés pour faire face à la vie civile qui les attend une fois à la retraite. C'est dans le cadre de l'environnement économique, social et sécuritaire particulièrement difficile que le commandement a pensé depuis 2015 à accompagner, à préparer et accompagner donc les militaires de tout grade en partance à la retraite. Les objectifs ont été largement atteints, comme l'ont indiqué le bilan de la formation. Ces officiers de tout grade ont été formés dans différents domaines. La gestion des projets s'est aussi invitée aux échanges. Nous les avons donné tous les outils dont ils devraient avoir besoin pour créer une entreprise et pour gérer cette entreprise. Et nous pensons qu'ils ont été très bien outillés et que demain, ils pourront créer sans coup férir leur entreprise et la gérer correctement. Les défis sont immenses, mais ces hommes de tenue s'engagent à mener à bien les missions colossales définies. Les cadres de ce niveau qui ont reçu un renforcement de capacité doivent être en mesure d'utiliser les outils mis à leur disposition. Voilà, ça c'est nos recommandations et chacun d'entre nous ici en est largement conscient. Ce 4e séminaire de reconversion des officiers entre en droite ligne avec la politique du ministère des Forces armées à accompagner les retraités de l'armée sénégalaise. Occupation anarchique de la voie publique, des Sénégalais soutiennent que les artères de la capitale doivent être oxygénées. La raison, il leur est très difficile à certaines heures d'accéder à certains lieux, de la capitale. Ces citoyens encouragent à cet effet le président de la République à prendre ce problème à bras le corps. Anta Guédiou. Des épaves de véhicules usés garés le long des artères de la capitale sénégalaise, des marchandises étalées dans les rues, Dakar transformé en dépotoir, une situation pleine de conséquences. Pour cette étudiante, elle a tous les maux du monde pour rallier la banlieue à cause de ces épaves. C'est tant que le président parle, dans la mesure où ici dans la rue, on voit des voitures qui sont pas dans très bon état. C'est un peu difficile, surtout quand tu rentres. Et il y a les agresseurs qui se mélangent aux personnes, aux populations. Et c'est pas sûr, il n'y a pas la sécurité. Tu peux te faire voler là-bas les téléphones, tu peux te faire voler son téléphone, etc. Cette décision de désenclaver Dakar a toujours été soulevée par les régimes qui se succédaient, mais malheureusement, elle n'a pas de suivi à la lettre. Tous les gouvernements qui se sont succédés ont essayé de régler le problème, mais bon, le mal, en quelque sorte, il persiste. Je veux dire, c'est une annonce. Moi, je considère que c'est une annonce de plus. Et que, bon, tout le monde, Sénégal, c'est un pays où tout le monde, on a identifié toutes les problématiques, mais on peine à trouver des solutions. En fait, j'ai comme l'impression qu'on en parle. Ça fait, moi, depuis que je suis né à Dakar,
Et depuis que je suis né ici, on pose les mêmes problématiques, on fait des annonces, on intervient et après les gens reviennent et on ne fait rien. Moi, je considère que c'est une annonce de plus. Une occasion pour ces citoyens de proposer des pistes de solutions, surtout avec l'aide du gouvernement. Donc je pense qu'il serait juste, par mesure sociale, hein, parce que l'État peut les sortir de là sans accompagnement. Mais pour régler, je pense, le problème de manière durable, il faut, à mon avis, les déguerpir, mais il faut trouver des solutions. Sinon, ils vont revenir. Hein. Selon le président de la République, l'heure de désengorger Dakar a bien sonné. Une déclaration bien approuvée par ces Sénégalais qui espèrent que cette décision va être poursuivie. Sambou Biagui est avec nous sur ce plateau. C'est pour parler de la Coupe d'Afrique de handball. Les Lions du Sénégal qui se sont inclinés devant l'Angola sous le score de 14 à 20 en défaveur des Lions, bien sûr. Sambou Biagui, comment analyser un tel score? Un score logique, pour ne pas dire une victoire logique face aux Lions du Sénégal. C'était l'expérience face à la jeunesse, l'expérience de l'Angola face à la jeunesse du Sénégal. L'Angola, c'est la 13e Coupe d'Afrique remportée par cette équipe. Tout le contraire pour le Sénégal et cette génération, c'est la première fois. C'était la première finale aussi pour le Sénégal. Pour le Sénégal, oui. Non, c'est la deuxième finale pour le Sénégal. Mais la première finale pour cette génération. La première finale du Sénégal, c'était en 1974, lors de la toute première édition. Alors, dans cette équipe angolaise, il y a au moins 6 joueuses qui ont participé à 6 finales de Coupe d'Afrique des Nations. Vous voyez qu'il y a cette expérience qui a prévalu dans ce match-là. Donc ça, c'est un facteur de défaite dans ce match. L'autre facteur, c'est aujourd'hui l'absence de Dungu Kamara, qui, même contre la RDC, nous l'avons vu, on a vu sa place dans cette équipe, l'ancienne capitaine de l'équipe nationale du Sénégal qui est forfait pour la CAN. Et dans ce match-là également, nous l'avons vu parce que le Sénégal qui menait par 9-2, tout de suite, l'entraîneur angolais a pris un temps mort et a isolé Adja, qui a marqué 6 buts d'entrée. Donc il fallait isoler Adja, il n'y a pas une seconde tireur côté sénégalais. Est-ce que le Sénégal n'a pas péché du point de vue du coaching alors? Non. En fait, Fred Boujan n'avait pas d'autre solution. Parce que, vous savez, en handball, la victoire n'est pas acquise d'avance. Puisque mener 9-0 ou 9-2, c'est rien du tout. En handball, c'est comme le basket. Donc, l'entraîneur angolais a trouvé que, côté sénégalais, il n'y avait qu'un seul tireur. Et c'était Adja, et Adja a été isolé. Si le banc du Sénégal avait une seconde tireur comme Dungu Kamara qui est forfait, elle allait faire la différence. Oui. Mais malheureusement, le banc Dungu n'était pas là. Les arrières, notamment Awa Diop et Nimetina Keta, ne pouvaient pas donc marquer sur les côtés parce que la défense adverse s'est collée sur les 6 mètres. Donc, il était difficile pour elles de se mouvoir et faire la différence. Elles étaient obligées de revenir tout le temps sur Adja et Adja était déjà isolée. Donc, c'est de dire tout simplement que cette expérience a prévalu dans ce match-là, mais également le Sénégal était diminué parce que le Sénégal s'est beaucoup dépensé contre la RDC, contrairement à l'Angola. Et c'est la première fois depuis tout le championnat que l'Angola est menée à la mi-temps. Aucune autre équipe n'a mené l'Angola dans ce match-là. Le Sénégal l'a mené à la mi-temps. Et il y a que le Sénégal n'avait pas perdu de match. Oui, le Sénégal n'avait pas perdu le match, tout comme l'Angola. Et